Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire où on parlera tout simplement de la vérification de la DSN par les URSSAF et comment contester efficacement. Donc, je suis Éric Barrier, directeur de l'innovation de la société Cobam Solutions, société qui est spécialisée dans l'audit RH, l'audit paye et DSN et l'audit des ruptures. Et je suis accompagné par maître François Taquet, spécialiste du contrôle URSSAF et de la Bonjour relation Eric. avec l'URSSAF. Bonjour François. Alors, de quoi allons-nous parler? 3 grandes parties qui vont me permettre de balayer tout le sujet. Une première partie que François va mener et va, du coup vous, permettre de comprendre la logique de la procédure de contrôle. Puis on va parler après des vérifications DSN, des CRM et de la, DSN de substitution pour après, tout simplement discuter et échanger sur, prémunir et contester efficacement. Et je vais laisser, la parole du coup à, François pour tout simplement nous introduire la DSN. Merci Eric. On va aller vite parce qu'il faut faire l'heure. On va tâcher d'être aussi bon qu'à la SNCF. Alors je voudrais citer quelques dates et quelques statistiques parce que vous savez qu'en France, si on veut être crédible, il faut citer des statistiques. Si on ne cite pas des statistiques, on n'est pas bon. Donc quelles qu'elles soient, il faut en dire. Et comme il dit le général de Gaulle en son temps, les statistiques, c'est comme la mini-jupe, ça cache l'essentiel et ça donne des idées, mais on va quand même en citer quelques-unes. Alors d'abord, quelques dates. On va commencer tout simplement en 2012, et je m'en souviens, c'est pas il y a si longtemps que ça, c'était il y a de ça 13 ans, que la DSN faisait son apparition. Il va falloir qu'on fixe quasiment un anniversaire. Donc le but, c'était une loi sur la simplification du droit et l'allègement des démarches administratives. On peut se demander si véritablement la DSN a simplifié votre tâche, a simplifié les démarches. Enfin, c'était, toujours est-il, annoncé en 2012. En 2012, il y avait tous les ingrédients, tout simplement, de la DSN. Tous les employeurs du secteur privé qui payent des salariés devaient remplir une DSN. Alors, le système a été mis en œuvre progressivement, comme ça se fait toujours en France. Non. Si vous n'en êtes pas convaincu, vous lisez Le Mal français de Alain Perfit, n'est-ce pas? Ça a été mis en œuvre progressivement depuis 2017 avec un système qui est généralisé depuis 2019. Et les premières bases de la procédure de fiabilisation des données déclarées en DSN ont été posées par la loi de financement de 2000. 2000, ça nous rappelle effectivement tout ce qui concerne le Covid, donc c'était une mauvaise année en quelque sorte pour mettre en place quelque chose, pour voir si le truc marchait, c'était fiable ou pas. Ce qui fait que la mesure qui aurait dû s'appliquer le 1er janvier 2020 a été retardée. On a considéré que les années suivantes, c'était des années quasiment d'expérimentation, surtout l'année 2022. Et c'est la LFSS, la loi de financement de la sécurité sociale de 2023, donc il n'y a pas si longtemps que ça, nous sommes aujourd'hui à la loi de financement de la sécurité sociale de 2025, donc c'est 2023, qui a précisé le cadre juridique de ce dispositif de correction des DSN. C'est la loi du 23 décembre 2022, donc c'est la loi de financement de 2023, qui a été votée en 2022. Et donc la loi renvoyait un décret, et le décret est paru. On se demandait si le décret paraîtrait. Vous savez qu'en France, vous avez quasiment la moitié des lois qui ne sont pas suivies, mais de décrets. Là, le décret est paru, puisque vous avez eu un décret qui est un décret numéro 2023-1384 du 29 décembre 2023, dont nous reparlerons après. On a donc affaire à un système qui est en quelque sorte parachevé, un arsenal législatif, tout simplement, qui est parachevé complètement. Et ça, c'est quand même relativement important. Alors, cette DSN, Eric en parlait tout à l'heure, il remplacerait aujourd'hui 75 formalités sociales et réduirait donc les risques d'erreur. Si vous voulez, l'idée de la DSN, c'est une idée qui est très généreuse finalement, et que vous connaissez tous, c'est de dire qu'il y a beaucoup de contrôleurs SAF. Il y a aujourd'hui, vous le savez, 2,5 fois plus de contrôleurs SAF que de contrôles fiscaux. Et donc, à chaque fois, on repère des erreurs parfois de bonne foi. Attention, la mauvaise foi de la personne n'est jamais mise en avant, très rarement mise en avant. Si, ça peut être mis en avant, mais dans beaucoup de cas de figure, ce n'est pas le cas. Donc, l'idée, c'était de dire,
on voudrait fiabiliser tout cela. Hein. Et donc, l'idée, c'était que cette DSN, et ça a été le cas, donc il y a un souci de simplification, il y a un souci également d'éviter les erreurs, dans l'intérêt tant du salarié que des entreprises, hein, remplace 75 formalités sociales et réunirait donc les risques d'erreur. Suivant les chiffres qui ont été fixés, que j'ai beaucoup de mal à vous dire s'ils sont exacts ou pas, eh bien, 97% des DSN contiendraient effectivement des erreurs. Donc, l'idée de base, elle est là, c'est une idée généreuse. On sait toutefois à chaque fois que les idées généreuses, il faut s'en méfier, hein, parce que les idées généreuses, on en voit beaucoup, mais après, vous avez des dérives. Et là, c'est le risque, effectivement, de la DSN. Mais au départ, il y a une idée généreuse en la matière. Voilà, je vous laisse la parole, Eric, pour continuer. Ah ben non, 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 c'est toujours ma partie. Je suis vraiment désolé. Non, Je non, suis vraiment désolé. C'est ma partie. C'est ma partie avec ce qui existe déjà. Qu'est-ce qui existe déjà? Il existe beaucoup de trucs en matière d'URSSAF. Il faut savoir que les entreprises sont quand même déjà passablement contrôlées. Comme me disait la fois dernière un client, on a une espèce de Big Brother qui existe dans les entreprises. C'est pas du George Orwell, mais on n'en est pas trop loin. Hein. Et vous avez énormément de possibilités de contrôle et de vérification qui existent dans les entreprises. Pas plus tard qu'hier, eh bien, j'étais justement en train de traiter un problème qui concernait la C3S, la contribution sociale de solidarité dans les entreprises. Et c'est là où je m'apercevais que vous avez un dispositif de contrôle spécifique. C'est du contrôle, mais c'est un contrôle spécifique. Donc, des situations de contrôle dans les entreprises, vous en avez tout plein. Alors, qu'est-ce qui existe déjà, hein? Eh bien, vous avez d'abord le contrôle des cotisations URSSAF dans le cadre du contrôle général. Ensuite, nous verrons les modalités de contrôle et le déroulé classique du contrôle. Et là, ça vous rappellera peut-être pour certains, n'est-ce pas, certains souvenirs. D'abord, le contrôle des cotisations URSSAF, je rappelle qu'il existe et qu'il est prévu par le Code de la Sécurité sociale, par l'article tout simplement L243-7 de la Sécurité sociale, qui prévoit les modalités du contrôle et qui renvoie un décret. Le décret, c'est celui de l'article R243-59. Tout ce qui, aujourd'hui, n'est-ce pas, a tendance à, j'allais presque dire, à régler les problèmes de contrôle, c'est l'article R243-59 et suivant du Code de la Sécurité sociale. Vu mon grand âge, comme il dit Chateaubriand, n'est-ce pas, à la fin de ses mémoires d'outre-tombe, grâce à l'exorbitance de mes années, moi j'ai connu l'époque où il n'existait qu'un article R243-59. Aujourd'hui, il se décline quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc., etc. Mais auparavant, il n'existait qu'un seul article. Aujourd'hui, on a quand même réalisé que il fallait fixer des garde-fous parce que le contrôle devenait quand même de plus en plus compliqué. Donc, il y a un article ou deux articles, l'article L243-7 du Code de la Sécu et l'article R243-59 du Code de la Sécu, qui réalisent le contrôle. Vous le savez, ce sont des agents assermentés et agréés qui ont prêté serment de ne pas dévoiler les secrets de fabrication de l'entreprise, qui ont été agréés tout simplement par l'ACOS, qui s'appelle aujourd'hui l'URSSAF Caisse nationale, mais j'indique que le terme ACOS existe toujours aujourd'hui, selon un arrêté du ministre. Donc il faut les deux, il faut qu'ils soient assermentés et agréés de chaque organisme de sécurité sociale, puisque vous savez que tous les organismes de sécurité sociale sont indépendants. Il y a environ une vingtaine d'organismes de sécurité sociale en France, 22 si ma mémoire est encore bonne, et donc vous avez aujourd'hui autant de... Alors, il y a les CGSS également qui existent, il y a les CSS, etc., etc. Mais vous avez effectivement autant de conseils d'administration que de caisses, que d'organismes, effectivement, qui existent, qui sont toutes gérées par un conseil d'administration, n'est-ce pas? Parce que vous avez des partenaires sociaux qui participent bien évidemment à ce type d'organisme. Et ce sont des organismes qui sont indépendants. Ce sont des organismes privés qui gère un service public, celui de la sécurité sociale, purement et simplement. Bon. Les objectifs, c'est quoi? Les objectifs, c'est de faire rentrer l'argent, bien évidemment. Le rôle de l'URSSAF, c'est une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiale. Donc, le but, c'est de faire rentrer l'argent. Ensuite, cet argent est dispatché entre les différentes branches, maladie, vieillesse, allocation familiale, etc., etc., retraite, etc., etc., et puis, bien évidemment, le rôle également, c'est de contrôler. Et vous le savez qu'il y a beaucoup plus de contrôles URSSAF que de contrôles fiscaux. Je le disais tout à l'heure, il y a 2,5 fois plus de contrôles URSSAF que de contrôles fiscaux. Autant le contrôle fiscal,
c'est un petit peu l'exception. Moi, je vois même des entreprises qui n'ont jamais été contrôlées au cours de leur existence. Alors qu'en matière de contrôle URSSAF, les contrôles sur place ou les contrôles sur pièce, c'était déjà compliqué dans l'avenir, mais maintenant, ça va devenir impossible. Avec effectivement la DSN, les entreprises seront systématiquement contrôlées. Ça me paraît évident. Alors, les modalités du contrôle, je vais aller vite, n'est-ce pas? Eh bien, vous avez les différents articles qui vous sont cités ici. L'article 243-59 pour le contrôle sur place. Lorsque rien n'est prévu dans le cadre d'un contrôle, c'est un contrôle sur place. Ça veut dire quoi, un contrôle sur place? Ça veut dire que l'URSSAF se rend dans l'entreprise et contrôle au sein de l'entreprise, tout simplement. Bon. Ensuite, l'article 243-59.2, c'est les contrôles par échantillonnage et extrapolation. Ce qu'on appelle également le contrôle par sondage. Ce sont des dispositifs qui datent de 2007 et qui avaient pour but de faciliter tout simplement le travail des organismes de sécurité sociale pour se polariser sur un truc qui, malheureusement, n'est-ce pas, dont on entend beaucoup parler malheureusement aujourd'hui, c'est le travail dissimulé. Donc, pour dégager du temps pour les URSSAF, pour lutter contre le travail dissimulé, on leur a donné la possibilité, n'est-ce pas, d'aller plus vite, entre guillemets, dans certains contrôles. Et le contrôle par échantillonnage, extrapolation, en fait partie. C'est du contrôle, n'est-ce pas, comme je le disais tout à l'heure, par sondage, comme en matière électorale. C'est-à-dire, on prend une population et le résultat de cette population, on l'étend tout simplement sur un nombre de personnes concernées. En gros, c'est ça. Et puis l'article R243-59.3, qui est le contrôle sur pièces, qui est fait pour les petites entreprises. Là, vous n'êtes pas contrôlé, n'est-ce pas, par un inspecteur, mais par un contrôleur. Et le but, c'est quoi? Le but, tout simplement, c'est contrôler. C'est un véritable contrôle, c'est un contrôle normal, sauf que c'est fait dans les locaux de l'URSSAF. C'est pas fait dans les locaux de l'entreprise, c'est fait dans les locaux de l'URSSAF, ce qui effectivement fait perdre moins de temps effectivement aux organismes de sécurité sociale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, alors qu'il pourrait y avoir énormément de contrôles sur pièces, puisque la plupart des entreprises en France sont des toutes petites entreprises. En France, on a un foisonnement de TPE. Il n'empêche que la majorité des contrôles encore restent des contrôles sur place, tout simplement. Et les URSSAF, d'ailleurs, le disent, que le contrôle sur pièce ou le contrôle par échantillonnage, ça a été à l'époque une fausse bonne idée, finalement. Que le contrôle véritable, c'est quand même le contrôle sur place. Et c'est un contrôle qui permet d'avoir un véritable dialogue avec les entreprises, avec des pouvoirs des inspecteurs qui sont énormes, qui sont même exorbitants. Alors je le dis non pas parce que effectivement je le dis pas par jugement, je le dis parce que quand on regarde et quand on met en parallèle, par exemple, les pouvoirs de l'inspecteur du fisc avec les pouvoirs de l'inspecteur de l'URSSAF, il est évident que l'inspecteur de l'URSSAF a beaucoup plus de pouvoirs, mais c'est incomparable que celui du fisc. Il faudrait d'ailleurs, à ma connaissance, n'est-ce pas, aboutir à un rééquilibrage en la matière. Alors, j'indique que l'inspecteur a accès à tout document utile dans le cadre de sa mission. Vous connaissez la formule, bien évidemment. Même serait-ce des documents en dehors de la prescription, parce que vous savez que la prescription est une prescription triennale, voire quinquennale, s'il s'agit de travail dissimulé. Et puis la possibilité d'interroger les salariés, bien évidemment, pour savoir si ce que dit l'employeur est exact ou pas. Après tout, ce que dit l'employeur n'est pas nécessairement parole d'évangile. Donc l'URSSAF a la possibilité de corroborer, de voir si ce qui est dit est vrai, n'est-ce pas, de vérifier l'identité, l'activité, la rémunération, les avantages en nature également. Vous savez que c'est un gros poste de redressement dans certaines entreprises. Après tout, est-ce que le véhicule dont on parle, est-ce que c'est un véhicule d'entreprise, n'est-ce pas, un véhicule de service, ou est-ce que c'est un véhicule de société? Est-ce que c'est un avantage en nature ou bien pas? Et donc, effectivement, l'URSSAF est en droit d'aller questionner la personne, de voir ce qu'il en est. Alors, le déroulement classique d'un contrôle, je passe très vite parce que ce sont des choses que vous savez, mais je me permets quand même d'en dire quelques mots. D'abord, tu commences par un avis de contrôle. Moi, j'ai connu l'époque où il n'existait pas d'avis de contrôle. C'est le rapport Thomas qui date de 1986. Ça ne rajeunit pas tout ça, effectivement, qui avait instauré le fameux avis de contrôle. Vous savez, ce qui bloquait, c'était le travail dissimulé, en disant comment il peut y avoir un avis de contrôle, n'est-ce pas, s'il y a du travail dissimulé. Mais justement, c'est prévu dans les textes que l'avis de contrôle est obligatoire, sauf, bien évidemment, sauf si est caractérisé le travail dissimulé, bien évidemment. L'avis de contrôle doit à chaque fois correspondre à un certain calibrage, bien évidemment, une certaine mention qui doivent être inscrits sur l'avis de contrôle, entre autres la possibilité de se faire assister d'un conseil, etc., etc. Ensuite, il y a une phase d'investigation.
le déroulement, bien évidemment, du contrôle, avec des droits des inspecteurs, des pouvoirs des inspecteurs, mais également des garanties du cotisant, un petit peu comme en matière fiscale. Sauf que j'ai toujours un peu de tristesse à dire que les garanties sont beaucoup moins fortes en matière de sécurité sociale qu'en matière fiscale, tout simplement. Bon. Ensuite, lorsque le contrôle est terminé, et on sait aujourd'hui lorsque le contrôle est terminé, puisqu'il y a un entretien de fin de contrôle, sauf en matière de travail dissimulé, où il y a un entretien de fin de contrôle, donc c'est la fin du contrôle dans ce cadre-là, vous avez ce que l'on appelle des échanges contradictoires. Il ne faut pas confondre le dialogue contradictoire qui peut exister pendant tout le contrôle et les échanges contradictoires qui existent au terme. Les échanges contradictoires, c'est quoi? C'est l'envoi d'une lettre d'observation, c'est-à-dire l'URSSAF envoie un document avec les reproches effectivement qu'elle vous fait. Le cotisant a un délai pour répondre qui est un délai, vous le savez, de 30 jours, qui est éventuellement peut être renouvelé de 30 jours, comme en matière fiscale. Là, c'est le grand frère, effectivement, qu'on a pris en modèle. Donc, c'est la même théorie qu'en matière fiscale. Et l'URSSAF, effectivement, doit vous répondre de manière motivée. À chaque argument que vous donnez et qui est argumenté, justement, l'URSSAF doit vous répondre de manière motivée. Et ça, c'est très intéressant de mettre ces deux choses en parallèle, tout simplement. Et puis après, lorsque la procédure contradictoire est terminée, eh bien, arrive tout simplement la mise en demeure. La mise en demeure qui est un document sur lequel on pourrait, mon Dieu, dont on pourrait parler pendant des heures et des heures. Pourquoi on pourrait parler pendant des heures et des heures? Vous savez qu'il y a eu un arrêt très important en la matière, qui est le fameux arrêt d'Oppert-Nursap du Var, qui date de 1992, qui a dit que la mise en demeure, c'était une invitation impérative du débiteur à payer une certaine somme, une invitation. Et d'ailleurs, l'article L244.2 du Code de la Sécu parle bien de terme d'invitation. Maintenant, à ma connaissance, ça va beaucoup plus loin que le terme invitation. Et s'arc-bouter à la notion d'invitation sera, à ma connaissance, un peu réducteur. Pourquoi ce serait réducteur? Mais parce qu'aujourd'hui, la Cour de cassation, fidèle et tout simplement par, n'est-ce pas, dans le cadre du CRPA, du Code des relations du public avec l'administration, vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire de contrôle URSSAF sans avoir toujours une référence au Code des relations du public avec l'administration. Eh bien, dans le cadre des relations, dans le cadre du Code des relations du public avec l'administration, il est clair que la mise en demeure est une décision. C'est une décision administrative. Et donc, puisque c'est une décision administrative, elle doit correspondre tout simplement aux normes, au contenu d'une décision administrative. Et là, c'est très intéressant parce que les avocats, tout simplement, tous les professionnels du droit ont aujourd'hui un champ absolument énorme sur cette mise en demeure. Et moi, je l'utilise de plus en plus aujourd'hui. Parce que la mise en demeure n'est pas uniquement une invitation, un simple document à regarder, c'est tout, point final. Il doit correspondre à certains critères. Et la Cour de cassation l'a d'ailleurs rappelé encore récemment, tout simplement, dans certains arrêts. Bien. Slide suivante. Voilà. Merci beaucoup, Eric. Le poids des mots. Alors là, je ne vous parlerai pas du choc des photos, mais je vous parlerai uniquement du poids des mots. Le poids des mots qui est quand même excessivement important. Vous savez que Albert Camus disait quelque chose de vrai. Il disait tout simplement que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Et Dieu sait s'il avait raison. Il faut bien nommer les choses, il faut être précis. Si c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans le droit, c'est justement sa précision. Alors, je vous ai parlé jusqu'à présent du contrôle, je n'ai pas parlé de la vérification. Justement, en matière de DSN, est-ce que c'est un contrôle? La réponse, elle est non, ce n'est pas un contrôle, c'est une vérification. De même, alors, ça, effectivement, les tribunaux se plaisent de plus en plus à le dire, n'est-ce pas? La procédure de vérification des déclarations n'est pas une procédure de contrôle, mais c'est une vérification soumise donc à une procédure spécifique. Et donc, vous ne pourriez pas utiliser, et d'ailleurs on en reparlera après, n'est-ce pas, les normes applicables en matière de vérification. Vous ne pouvez pas les étendre effectivement au contrôle. De même, vous ne pouvez pas étendre les textes en matière de contrôle à la vérification. Ce sont deux choses complètement différentes. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. De même, il ne faut pas confondre la vérification, dont nous reparlerons, dont Eric va nous parler également, mais dont je vais vous reparler encore après, avec le droit de communication, qui sont deux choses complètement différentes. Bien sûr que l'URSSAF est en droit de se faire communiquer plein de documents. Bon, si vous relisez les articles L114-19, L114-20, L114-21 du Code de la Sécurité sociale, l'URSSAF a la possibilité de se faire communiquer plein de documents. De qui?
mais de plein de gens. D'abord, effectivement, de l'administration fiscale, s'il y a lieu, de l'administration du travail, des banques, effectivement, par exemple, en matière de travail dissimulé, ils ont tout à fait la possibilité de le faire. Est-ce que ce droit de communication, n'est-ce pas, rentre dans le cadre du contrôle? Certainement pas. La Cour de cassation a toujours dit que non. Est-ce que ça rentre également dans le cas de la, j'allais presque dire, de la vérification? Non plus. C'est un truc à part. C'est un truc à part qui est le droit de communication qui est prévu tout simplement par des dispositions spécifiques. Voilà. Alors, j'en ai à peu près terminé sur mon truc en vous disant simplement que les URSSAF, et c'est la slide suivante, me semble-t-il, voilà, me semble-t-il, Eric, voilà, que les URSSAF risquent d'user et d'abuser de ce type de vérification. J'entends les vérifications dans le cadre de la DSN. Pourquoi? Parce qu'ils vont y être obligés de par la loi, bien évidemment. Ensuite, elle est peu coûteuse. Il faut savoir que les organismes de sécurité sociale sont quand même très avares de leur argent. Attendez, les organismes de sécurité sociale ne gâchent pas l'argent. Il faut savoir effectivement que les organismes de sécurité sociale font très attention aux sous, sachant que les redressements sont ensuite affectés aux différentes branches. Et aujourd'hui, on est dans un système d'assurance maladie, effectivement, qui a besoin d'argent. Alors, elle est beaucoup moins coûteuse, bien évidemment, elle est beaucoup plus rapide, et elle réduit les droits des cotisants. Ça, on verra après. Et ça intéresse plus ou moins les organismes de sécurité sociale. Et puis, je dirais en plus, n'est-ce pas, que ce n'est pas parce qu'il y a vérification que l'URSSAF, derrière, effectivement, va s'abstenir de tout contrôle. Justement, c'est ce que je dis à la fin, c'est qu'en cas d'erreur fréquente, en cas d'erreur, effectivement, qui intervient de manière récurrente, les organismes de sécurité sociale peuvent être incités à déclencher un vrai contrôle. Parfois, certaines personnes me disent, mais tant mieux, effectivement, il y aura plus de contrôle DSM, il y aura moins de contrôle sur place et de contrôle sur pièce. Oui, à voir, tout simplement. D'abord, je ne pense pas que ça va résoudre le problème du travail dissimulé. Faites attention, la notion de travail dissimulé, c'est une notion qui va très vite, très très vite. La plupart des entreprises flirtent avec le travail dissimulé sans même le savoir, tant la définition du travail dissimulé est importante, tout simplement. Et puis, au contraire, le fait d'avoir fréquemment des erreurs, ça peut inciter les organismes de sécurité sociale à venir dans l'entreprise et à diligenter un contrôle sur place, ou bien même un contrôle sur pièce, s'il s'agit d'une petite entreprise. Voilà, j'en ai terminé, Eric, et je te laisse maintenant la parole. Ça marche, merci. On va parler du coup de vérifications qui sont faites par l'URSSAF sur les DSN, et on va continuer l'historique qui a été projeté effectivement au tout début, qui partait effectivement de 2017. On va parler de 2025 et 2026, parce qu'il y a quand même pas mal de changements qui ont été mis en place. Alors, bonne nouvelle, les premiers CRM de rappel, 124, sont déjà disponibles pour certains. C'était quelque chose d'annoncé pour 2025. C'est compte rendu métier qui précise l'ensemble des anomalies qui ont déjà été signalées chaque mois, mais on a un récap annuel du coup avec ce CRM de rappel qui du coup est émis pour la période de 2024 dans deux temporalités différentes, parce qu'effectivement pour les établissements qui ont une échéance au 5 du mois, les CRM de rappel normalement ont été transmis le 23 et le 24 avril de ce mois-ci, bien évidemment, de cette année. Et puis, pour les établissements qui ont une échéance au 15, on a les CRM de rappel qui sont censés arriver le 2 mai. Tout ça hors MSA, puisque la MSA, elle, a une temporalité un peu différente et va plutôt appliquer ses CRM de rappel à partir de 2026. Donc, à ce stade, en fin de compte, on a déjà, avec ces CRM de rappel, des anomalies qui ont été déjà constatées tous les mois, mais qui sont récapitulées dans ce point de vue annuel. Et l'absence de correction de ces anomalies soulevées par les CRM de rappel donne pas lieu à l'émission de la fameuse DSN de substitution, dont on parlera effectivement un petit peu plus tard. Ce qui dit absence de DSN de substitution veut pas dire de ne pas corriger les anomalies. Il est extrêmement important pour l'employeur ou le tiers déclarant de corriger toutes les anomalies le plus rapidement possible, donc idéalement mois par mois dès qu'elles sont constatées, et surtout pas attendre un CRM 124 du coup annuel pour corriger un ensemble d'erreurs. Le faire le plus régulièrement possible, on en reparlera, c'est quelque chose de mine de rien extrêmement important. On a aussi du coup des DSN de substitution qui sont quand même déjà édités.
Effectivement, dans certaines situations, notamment dans le cadre de redressement issus d'un contrôle, on va avoir déjà des premières DSN de substitution dès 2025 qui sont générées. Par contre, ce qui change, c'est qu'en 2026, on n'est plus du tout sur les mêmes logiques. On a, à compter de 2026, la même logique, les CRM de rappel au titre de l'année 2025 qui vont être édités et envoyés. Et là, on a du coup des anomalies qui vont être restituées via ce CRM, qui vont être accompagnées en plus de valeurs correctives. La correction des anomalies ou l'opposition devra être effectuée par l'employeur ou le tiers déclarant. Ça, c'est quelque chose qui va être extrêmement importante. Et surtout, ils vont devoir faire ça au plus tard lors de la seconde échéance déclarative suivant la notification du premier CRM de rappel. Donc on va avoir un jeu où on va devoir soit corriger, soit s'opposer à des observations qui ont été faites sur le CRM. Et au début, je ne vous cache pas que ce sera principalement des corrections de données impactant les droits de retraite de base et complémentaires des salariés, mais ça va très vite se généraliser sur d'autres dimensions. Donc à l'issue de cette période, et si les anomalies sont avérées et surtout pas contestées ni même corrigées, bah, l'URSSAF va émettre la fameuse DSN de substitution et va informer l'employeur ou tiers déclarant des corrections qui ont été réalisées avec un CRM d'information qui sera dédié. Là, on est sur déjà une logique totalement différente, puisqu'il est dit par du coup Net Entreprise et l'URSSAF que les DSN de substitution, ça constitue un véritable moyen de, je dirais, de modernisation des échanges d'informations, et surtout, ils disent qu'il n'y a pas d'impact pour les déclarants, mais qu'en est-il de l'impact d'une modification DSN qui porte sur une donnée présente sur le bulletin? Qu'en est-il d'une modification d'une donnée d'autre bulletin ou carrément d'une CSP qui serait mal déclarée? Et là, on n'est pas du tout sur les mêmes enjeux. Vous, en tant que gestionnaire, en tant que faiseur de paye, vous allez forcément devoir travailler activement sur le sujet. La DSN, c'est une mine d'informations qui est énorme. On a, en plus de ça, un effet boulimique, puisqu'on va avoir de plus en plus d'informations dans la DSN. Alors, il y a une philosophie qui était présente il y a quelques années, et effectivement qui rythmait et qui conditionnait l'entrée des données dans la DSN, c'était qu'il fallait beaucoup de données brutes, les moins calculées possibles. Ça permettait d'éviter des anomalies. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte, avec les dernières données DSN, qu'on a plus en plus de données calculés, qui sont intégrés directement en DSN, calculés par le logiciel de paye, comme le montant net social. Donc ce qui ajoute un risque d'erreur qui va être important dans la génération du coût des DSN et qui va complexifier forcément le contrôle. Quoi qu'il en soit, dès que les données sont transmises, on a toute une série de contrôles qui vont vérifier, ça vous le savez déjà maintenant très bien. Un premier niveau de contrôle qui est immédiat et qui va vérifier une conformité, une recevabilité des données. Donc, globalement, la norme du cahier technique, ce qui se rapproche à DSN-Val. Et puis après, on va avoir des contrôles complémentaires orientés cohérence ou orientés métier, là qu'on appelle CRM et qui sont disposés dans plein de types différents, qui vont être ensuite réalisés sur plusieurs délais. On va en avoir qui vont se déclencher immédiatement, d'autres H+4, d'autres à J+5, etc., voire même à l'année suivante, comme on peut le voir. Donc on a toute cette logique de vérification, de cohérence qui va bien évidemment être mise en place et ça va s'accentuer de plus en plus. On est vraiment dans un contrôle qui va s'automatiser et qui va être de plus en plus récurrent. On continue sur ce chemin d'automatisation, ça a un double intérêt, ça permet de vérifier et je dirais d'identifier des anomalies directement, et puis en plus de ça, pour l'État, ça lui permet d'avoir des fameuses stats directement piochées dans les DSN. Quoi qu'il en soit, on va continuer sur le chemin de l'automatisation, et plus on avancera dans le temps, plus les contrôles vont être systématiques, instantanés et complexes. On va systématiquement avoir des demandes de correction de plus en plus rapides et potentiellement des fois directement liées au logiciel de paye, ce qui fait que le gestionnaire ne pourra potentiellement pas voir tout ce qui, je dirais, navigue entre les instances et les institutions et le logiciel de paye. Quoi qu'il en soit, avant, on avait des alertes, on avait des remontées d'informations. Maintenant, on va être dans une phase plutôt de modification des données et de redressement, bien évidemment. Donc, DSN non corrigé, pas de justification, pas d'opposition, donc DSN de substitution, et derrière, on enchaîne forcément. La problématique, c'est que la DSN, c'est pas la paye.
Et ça, beaucoup de gens s'en rendent compte. On a une distinction entre les 2. Comme vous le savez, la DSN, elle n'est pas issue directement des bulletins, elle est bien calculée en parallèle des bulletins. Le niveau de détail, il n'est pas forcément le même. Alors, on ne va pas balayer l'ensemble des éléments qui sont présents sur la DSN, mais si on parle de haut de bulletin, on a quand même assez peu de détails. Si on parle de distinction par patronale, par salariale, on a beaucoup d'agrégats en DSN. Le bulletin reste quelque chose d'essentiel dans l'analyse et dans les contrôles. Ce qui fait que si on commence à avoir des vérifications qui se basent que sur la DSN, eh bien, quelquefois, on va avoir des données qui vont être biaisées et des contrôles qui vont se baser sur des données incomplètes ou erronées. Donc, pour un contrôle complet, pour vraiment une analyse judicieuse, il faut systématiquement les payes et les DSN, sinon c'est pas viable. La DSN, c'est un fichier normé et un fichier opaque. L'un des enjeux majeurs pour les gestionnaires, du coup, c'est la difficulté d'accès et la difficulté de lecture de la DSN. Certains logiciels d'ailleurs ne permettent tout simplement pas de la consulter, d'autres difficilement. Mais en plus de ça, et on va rester honnête, le format de la DSN, c'est quelque chose qui est pas forcément très comment dire? Très attirant. C'est pas un réflexe naturel que les gestionnaires ont d'aller vérifier la DSN, même la lire, c'est un document technique peu lisible qui peut rebuter. Pour autant, comme on l'a vu, la DSN, vu qu'elle découle pas directement des bulletins, il est intéressant, puisqu'elle est générée en parallèle, d'aller vérifier, la cohérence entre les différentes données. Et puis, au-delà de ça, on a une autre problématique, c'est que les CRM, les comptes rendus métiers, qui signalent les anomalies, sont eux aussi assez peu exploités dans l'absolu, voire même totalement ignorés par certaines entreprises. Pourquoi? Parce que c'est tout aussi, difficile d'interprétation. Le vrai problème, c'est quoi? En fait, le vrai problème, c'est le manque d'outils et le manque de méthodes. On va avoir, un changement qui va être drastique avec l'arrivée de la DSN de substitution, parce que l'objectif, ça va pas être de subir, du coup, une situation qui aujourd'hui l'était tenable, mais qui va ne plus l'être. Va falloir reprendre en main, forcément, les situations, notamment, en cas de contestation. C'est, du coup à vous, en tant que déclarant ou employeur, de justifier votre positionnement. Donc on va, vraiment avoir besoin d'outils, vraiment avoir besoin de méthodes pour pouvoir aller explorer cette situation. Et en plus de ça, on a la dernière étape, puisque effectivement, quand on a identifié, quand on a, traité quelque chose, il va falloir corriger, et c'est là où on a une étape très critique qui va être, de corriger l'anomalie. Comment bien comprendre l'anomalie? Comment la traduire en paye? Comment identifier les manipulations que le gestionnaire doit apporter à son audit de paye pour réaliser correctement l'anomalie? C'est là qu'est la clé, en fin de compte, de, la, je dirais, correction. Et j'ai bien parlé d'outils de paye parce qu'une régularisation, une correction, ça se fait avec le logiciel de paye. C'est pas fait, c'est pas fait par, comment dire? Un logiciel extérieur qui va injecter, remplacer des blocs, puisque, si c'est fait par un logiciel extérieur, on va traîner continuellement une erreur. Donc, ce qu'il faut, c'est, reprendre la main sur la DSN, savoir lire les DSN. Pour ça, il y a des outils qui existent, on en reparlera. Savoir identifier et comprendre les anomalies CRM et pas se contenter, effectivement d'une analyse, qui serait, très, succincte. Aller vraiment en profondeur et potentiellement appliquer des CRM qui n'ont pas encore, été appliqués, pour essayer d'identifier des anomalies en avance et éviter de subir des comment dire? Des cas de blocage en fin de compte, qualifier ces anomalies et corriger en paye. Qui a le temps, de le faire? En l'occurrence, effectivement nous, mais vous aussi, si vous êtes outillé, vous allez pouvoir avoir le temps de faire tout ça. Alors, je vais très vite passer sur, effectivement, ce qu'on apporte, mais globalement, on a 2 typologies de prestations. On a une prestation qui va plutôt orienter contrôle et une prestation plutôt orientée lecture. Là, on parle du contrôle, c'est qu'on va rejouer les contrôles, des CRM, du cahier technique et des contrôles RH pour s'assurer qu'on a bien évidemment identifié toutes les anomalies possibles et bien évidemment, on parle avec vous, des, erreurs, des anomalies observées. Quoi qu'il en soit, l'objectif, c'est simplement d'avoir moins de stress, moins de risques et surtout une meilleure maîtrise de votre DSN. Mais on a, au-delà de l'offre
d'audit DSN que je viens de vous parler, ce qu'on appelle un lecteur DSN qui est en libre accès, du coup, qui vous permettra tout simplement d'avoir une transformation d'une DSN en bulletin de paye. Et c'est un premier niveau de contrôle, un premier élément clé pour tout simplement maîtriser votre DSN. Donc on reprend les données d'un fichier brut qui est la DSN et on les met sous une forme de bulletin de paye pour que vous puissiez bien comprendre ce qu'il y a dedans en précisant les différentes codifications et les différentes rubriques. Donc vraiment vous amener à appréhender la DSN. On a même une version donc pour l'entreprise avec la consolidation des données pour pouvoir vous comparer les données avec le livre de paye. Quoi qu'il en soit, déjà en étant plus outillé, en comprenant ce qu'il y a dans la DSN avec un lecteur DSN ou en contrôlant votre DSN avec une prestation d'audit, vous allez être bien plus armé pour pouvoir contester une décision éventuelle. Et ça, je vais laisser la main du coup à François pour tout simplement parler de contestation. Merci Eric de me laisser la parole. La transition est magnifiquement faite. Bon, alors, se prémunir et contester efficacement, quoi, comme ça on aura un peu bouclé la boucle, effectivement. Et tu as effectivement brillamment défini ce en quoi consistait, n'est-ce pas, le nouveau système actuel. Attention, il faut également, si on n'est pas d'accord, pouvoir s'opposer, pouvoir résister. Comme dit la chanson, résiste, prouve que tu existes. Hein. Bon, donc à partir de là, il faut savoir également le faire. Alors, nous allons voir dans un premier temps les constatations d'anomalies. Là, c'est prévu par le code, c'est prévu par l'article. Je vous avais dit qu'il existait un décret, effectivement, du 29 décembre 2023, qui l'avait effectivement prévu. Les organismes chargés du recouvrement doivent informer les cotisants qu'ils sont tenus de corriger les données présentant une anomalie lors de l'échéance déclarative la plus proche qui ne peut être inférieure à 30 jours. Donc le minimum, effectivement, vous l'avez compris, c'est le délai de 30 jours. Le curseur, c'est le délai de 30 jours, à compter de la notification du CRM, du compte rendu métier, ou de s'opposer à ces corrections de manière motivée dans le délai. Et puis, regardez, donc il y a le délai de 30 jours qui est important, mais regardez ce qui est dit dans la suite. Qui plus est, l'employeur doit être informé que s'il n'a pas corrigé lui-même ses déclarations, tout simplement, dans le délai requis, dans le délai au minimum égal à 30 jours, l'URSSAF pourra alors elle-même corriger les données à défaut d'opposition motivée ou engager le recouvrement de la dette en cas d'opposition motivée de l'employeur aux corrections. Alors c'est effectivement un texte important. Donc de deux choses l'une, soit effectivement on a une personne qui accepte la correction, soit on a une personne qui n'accepte pas la correction. Si le cotisant n'accepte pas la correction, là effectivement cette personne-là a la possibilité tout simplement de s'y opposer de manière motivée, tout simplement, hein, de manière motivée. Alors qu'est-ce que ça veut dire que de manière motivée? Bon. La notion de motivation est une notion qui est très compliquée en droit. Bon. On pense tout de suite, quand on parle de la motivation, à l'article R133.3 du Code de la Sécurité sociale en matière d'opposition à contrainte, où on vous dit que le cotisant a un délai de 15 jours pour s'opposer de manière motivée aux prétentions de l'organisme. Est-ce que ça veut dire qu'il faut tout dire dans le cadre de l'opposition à contrainte? Peut-être pas, parce que si vous dites tout, et que l'URSSAF a envie de régulariser la procédure, et si vous notez tout de suite, par exemple, des irrégularités de procédure, vous n'aurez rien gagné, effectivement, à le dire tout de suite. Non, ce que vous oblige, effectivement, à dire les textes, et ce que vous oblige à dire le décret du 29 décembre ici, c'est de citer un certain nombre de points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, ou un point principal, peu importe. Mais vous ne pouvez pas vous contenter de dire « je ne suis pas d'accord » ou bien je m'oppose à ce que vous dites. Il faut en dire effectivement un petit peu plus, n'est-ce pas, hein? Il faut en dire un petit peu plus, il faut en dire de manière motivée un petit peu plus, mais c'est une véritable question, parce que le texte n'est pas clair, effectivement, à la matière, c'est le moins que l'on puisse dire. Et puis ensuite, tout simplement, l'ultime arme des URSSAF, le truc nucléaire, là, qui est la DSN de substitution. Là, encore une fois, effectivement, qu'est-ce qui est dit? Il est dit effectivement, mais Eric vous l'a dit tout à l'heure, que ce ne serait pas applicable tout de suite, puisque les premières DSN de fiabilisation vont être prévues en mai 2026 et il n'y aura pas de DSN de substitution
en mai 2025 pour 2024, donc ça va commencer, la fête va commencer effectivement en mai 2026, n'est-ce pas? Eh bien là, il est prévu que si à l'issue de la phase de demande de correction, les anomalies sont avérées et restent non corrigées, en ultime recours, l'URSSAF ou la MSA, puisque on peut parler effectivement de la mutualité sociale agricole également, réalisera des DSN de substitution. C'est-à-dire que autoritairement, ce sera la DSN qui aura été mise en œuvre par l'organisme qui se substituera à, et celles-ci corrigeront les anomalies impactant les droits retraite de base et, comment dirais-je, et les droits de retraite complémentaires. Alors, dès lors qu'une DSN de substitution aura été émise, le cotisant, il y aura deux attitudes, et c'est ce qui est brièvement indiqué ici. Soit il ne s'opposera pas aux corrections dans le délai de 30 jours. Il ne s'oppose pas. Bon. Et dans ce cas, l'URSSAF pourra elle-même corriger les données à l'issue du délai donné à l'employeur pour effectuer sa correction, le fameux délai de 30 jours, de minimum 30 jours. La déclaration ainsi corrigée se substituera à celle effectuée par l'employeur. L'organisme informera l'employeur de la réalisation de ces corrections et procédera au recouvrement des cotisations et contributions sociales, ainsi que des majorations et pénalités de retard qui en résulteront après mise en demeure. C'est effectivement le schéma qui est indiqué ici. L'employeur ne s'oppose pas aux corrections dans un délai de 30 jours. L'employeur informe l'employeur des corrections et recouvre les sommes après envoi d'une mise en demeure. Et bien évidemment, vous avez toujours la possibilité, ensuite, si vous le souhaitez, de saisir la commission de recours amiable, puis le tribunal judiciaire. Et puis, vous avez une deuxième possibilité. La deuxième possibilité, tout simplement, c'est le cas du cotisant qui s'oppose aux corrections de manière motivée dans le délai de 30 jours. C'est le deuxième cas de figure. L'employeur s'oppose aux corrections de manière motivée dans le délai de 30 jours. C'est l'article R133, 14-4. Et là, l'URSSAF doit répondre aux observations de l'employeur de manière motivée, puis envoyer une mise en demeure. Vous vous souvenez que l'opposition, tout simplement la contestation, devait se faire de manière motivée. Mais avant d'envoyer la mise en demeure, tout simplement, avant effectivement d'envoyer la mise en demeure, l'URSSAF, effectivement, doit répondre. L'URSSAF doit répondre de manière motivée à l'organisme de sécurité sociale. Alors, qu'est-ce qu'on appelle, effectivement, répondre de manière motivée? On revient toujours à la même chose. Est-ce que l'organisme est obligé de répondre à l'ensemble des arguments qui auront été soulevés par le cotisant, ou il peut se contenter de dire « Après tout, j'ai bien lu ce que vous m'avez dit et j'ai rien d'autre à ajouter par rapport à ce que je vous ai dit, n'est-ce pas, en premier ?» La réponse, elle est oui. Et avant, d'ailleurs, suite au rapport Marc Goua, Bernard Gérard, qu'il n'y ait eu une modification de la loi, c'est exactement ce que l'URSSAF faisait dans le cadre de l'article R243-59, quand on indiquait que, j'allais presque dire, l'URSSAF devait répondre de manière motivée. La Cour de cassation avait toujours décidé que le simple fait, effectivement, que soit indiqué « je ne suis pas d'accord avec vous », mais je maintiens mon point de vue, ça correspond à une motivation. L'URSSAF n'était pas obligé, effectivement, de l'indiquer de manière, j'allais presque dire, avec complétude. Bon. Donc l'URSSAF doit répondre aux observations de l'employeur de manière motivée, puis envoyer une mise en demeure. Alors, possibilité ensuite de saisir la commission de recours amiable, puis le tribunal judiciaire. Je vous rappelle que la commission de recours amiable n'est qu'une émanation du conseil d'administration de chaque organisme de sécurité sociale. C'est ce qu'on appelle un couloir, n'est-ce pas, une espèce de labyrinthe avant de passer au niveau judiciaire. Attention, vous avez l'instance administrative qui est la commission de recours amiable, qui porte d'ailleurs très mal son nom parce qu'elle n'a rien d'amiable, puisqu'on ne cherche pas ce qui est un accord, bien évidemment, et ensuite vous avez tout ce qui correspond à l'instance judiciaire, c'est-à-dire le tribunal. Et là, c'est complètement, effectivement, autre chose. Donc voilà, effectivement, ce qui doit être indiqué. Des droits réduits par rapport au contrôle. Bien sûr. Et j'en viens justement à ce que je disais tout à l'heure. Il y a des possibilités de se défendre, mais des droits qui sont réduits. J'en ai noté quelques-uns. Après, il faudra voir comment la pratique va s'organiser. Bon. D'abord, il n'y a pas d'indication, effectivement, de la possibilité de se faire assister d'un conseil. Je vous indique qu'en matière de contrôle, c'est toujours indiqué. La possibilité de se faire assister d'un conseil, c'est indiqué dans le cadre de l'avis de contrôle, c'est indiqué également dans la lettre d'observation. Là, c'est indiqué nulle part, tout simplement. Donc, pour les petites entreprises, ça peut leur poser difficulté. Pas de possibilité de prolonger le délai de réponse. On est dans le cadre de
de situations qui sont de plus en plus compliquées en matière de sécurité sociale. Le fait de prolonger le délai de réponse, je ne sais plus en quelle année ça a été fait, mais ce n'était pas du hasard. C'est qu'on est dans le cadre des situations qui sont de plus en plus complexes aujourd'hui, où il faut du temps pour répondre. Là, vous n'aurez qu'un délai qui est un délai de 30 jours et ça n'ira pas au-delà. Bon. Ensuite, l'URSSAF doit répondre avant d'envoyer la mise en demeure. C'est-à-dire, tout simplement, vous avez la possibilité de faire opposition encore de manière motivée. L'URSSAF doit répondre de manière motivée, mais le texte ne précise pas la qualité de cette réponse. Comme je le disais tout à l'heure, il suffit que l'URSSAF dise « je ne suis pas d'accord avec vous, point final », et ça constitue une réponse. C'est peut-être pas celle que vous attendez, mais juridiquement, ça constitue une réponse, tout simplement. Bon. Et contrairement à l'article R243-59, je le rappelle, qui indique que chaque observation du cotisant doit recevoir une réponse motivée et circonstanciée. Ça, c'est quand même un truc important. C'est un truc, d'ailleurs, je le dis au hasard, que vous devez à moi, puisque c'est le rapport Bernard Gérard, Marc Gouat, n'est-ce pas, suite à ce rapport-là, que cette phrase-là a été ajoutée, parce que j'en avais ras-le-bol à l'époque de voir effectivement des trucs, des phrases du type on n'est pas d'accord avec vous, point final, c'était tout. Maintenant, l'URSSAF doit expliquer le pourquoi, n'est-ce pas? Il faut une réponse motivée et circonstanciée. Et le risque, je l'indique après, c'est que ce sont des réponses minimales, effectivement, des réponses minimalistes. Une procédure contradictoire très limitée, et c'est là où, à ma connaissance, ce texte pose problème, une procédure contradictoire qui est réduite. Alors, elle est déjà réduite, déjà en nature. Pourquoi? Parce que, comme tout contrôle en matière d'URSSAF, d'abord, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais c'est quand même excessivement bizarre, par rapport surtout à la notion de fiscalité, on répond au même inspecteur qui vous a contrôlé et qui, en général, donnera la même réponse. On n'est pas comme en matière fiscale, avec des systèmes d'interlocuteurs départementaux, etc., etc. Donc, c'est le risque toujours d'avoir la même réponse, n'est-ce pas? La commission de recours amiable, cette CRA en matière... Alors, je ne critique pas systématiquement les CRA, je ne les mets pas toutes dans le même sac. J'avoue que les CRA ont un rôle humain en matière, par exemple, d'allocation familiale, en matière d'assurance maladie. Mais en matière, effectivement, d'URSSAF, là, vous avez des enjeux financiers. Les URSSAF, bien souvent, ne jouent pas leur rôle. Et les URSSAF ne font que répéter et annoncer, enfin, les CRA, pardon, excusez-moi, ne font que répéter et annoncer ce que disent les organismes de recouvrement. Parfois, je m'énerve en disant ce que disent leurs maîtres. Bon, et c'est quand même, je trouve, assez ahurissant, n'est-ce pas, à ce niveau-là. Et à ma connaissance, c'est tout le système des commissions de recours amiable qu'il faudrait revoir. Conséquence, et c'est un petit peu, effectivement, ce qui est en filigrane dans le cas de ce décret-là, et c'est ce que veut un petit peu, ce que veulent les pouvoirs publics, c'est dissuader le cotisant, n'est-ce pas, de contester. Le cotisant est dissuadé de contester. Ce sera long, ce sera aléatoire, tout simplement. Surtout que dans un premier temps, on va écrire à l'inspecteur qui ne changera pas d'avis, la commission de recours amiable qui va répéter ce que dit l'URSSAF. Donc, il n'y a qu'au niveau judiciaire où il peut y avoir une différence. Donc, attendez, ça va dissuader beaucoup de gens. Et puis, n'oubliez pas également que les majorations de retard continuent de courir. Elles continuent d'autant plus de courir, ces majorations de retard, que nous ne sommes pas dans le cas d'une instance judiciaire. Bon, mais dans le cas d'une instance judiciaire, ce serait la même chose, de toute façon. Les commissions, de toute façon, les majorations de retard continuent de courir. Et majoration de retard sur majoration de retard, ça peut faire une boule qui est quand même assez importante. Alors, dernier point, effectivement, ce processus peut-il évoluer sans garde-fou? Je ne sais pas si vous avez vu, comment dirais-je, j'allais presque dire, vous consultez régulièrement les questions ministérielles. C'est toujours intéressant de consulter les questions ministérielles parce que ça permet de voir où sont les sujets d'actualité. Eh bien, vous avez une question qui a été posée par la sénatrice Pascale Gruny, tout simplement, sur cette question de la DSL. Si l'on peut tout à fait comprendre que dans un système déclaratif, des contrôles soient menés, encore faut-il au milieu d'une procédure rapide et exempte de dialogue oral, que les garanties des cotisants soient respectées, que les droits des entreprises ne soient pas sacrifiés sur l'autel de la simplification et de l'efficacité. C'est ce qu'on vous démontre depuis tout à l'heure. Or, tel est malheureusement le constat dans le présent processus par rapport aux dispositions abrogées, qui existaient d'ailleurs dans le passé en matière de vérification, n'est-ce pas, des déclarations. Bon. Donc, on a un processus qui est plus moderne, mais on a un processus qui est marqué par la simplification et l'efficacité. Alors qu'il est clair que cette procédure sera privilégiée sur les contrôles plus lourds et plus compliqués de l'article R243-59 du Code de la Sécu,
Il est demandé à la ministre des Comptes publics, puisque c'est une question qui est posée à la ministre des Comptes publics, quelles mesures elle entend prendre pour revaloriser les droits des cotisants en cas de contrôle via la déclaration sociale nominative. Voilà, la question est posée, tout simplement. Il était intéressant en finale, tout simplement, de le dire. J'ai trouvé que cette question était intéressante et posait véritablement le problème. Voilà, Eric, je te relaisse la parole. On a eu quelques questions effectivement pendant la présentation, on va y répondre. Les CRM, effectivement, on peut les retrouver alors soit dans le logiciel, si votre logiciel est récent ou performant, soit du coup sur vos espaces de dépôt de suivi habituels, sachant qu'un CRM de rappel n'est présent que si effectivement il y a eu des anomalies qui ont été observées sur l'année précédente. J'ai une question sur quels moyens pour contester? Surtout quand on n'a aucun gestionnaire URSSAF, est-ce qu'un message sur le site URSSAF est suffisant ou est-ce qu'il faut un recommandé? Alors, je renvoie au système de preuve habituel. Il vaut mieux qu'il y ait un recommandé. Je vais être très, très direct. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Un message ne constitue, si c'est une preuve, mais enfin c'est une preuve qui est véritablement très souple. Si on en vient véritablement, j'allais presque dire, et si on est au bord du contentieux, il vaut mieux se prémunir. Et quand on va devant les tribunaux, c'est quand même très important. Et il vaut mieux avoir des traces à recommander KR. Là, c'est clair. J'ai une autre question. Y a-t-il une durée définie pour un contrôle URSSAF? Oui, alors, oui et non. Alors, attention, soit on est dans le cadre d'une toute petite entreprise, effectivement, qui fait moins de 20 salariés, ce qu'on appelle les TPE, et là, le contrôleur URSSAF, je parle de contrôle, puisque Eric, tu parles de contrôle. Bon. Et là, effectivement, ça dure au maximum, effectivement, 3 mois. Alors, 3 mois de camp à camp, 3 mois à partir du moment où l'inspecteur vient dans l'entreprise jusqu'au moment de l'envoi de la lettre d'observation. Si ma mémoire est encore bonne, c'est l'article 243-13 du Code de la Sécurité sociale, l'article L, 243-13 du Code de la Sécurité sociale. Ce délai de 3 mois peut être remis de 3 mois, sachant que ce délai de 3 mois n'existe pas, par exemple, s'il y a une absence de comptabilité, si la comptabilité est ni fait ni à faire, si on est dans le cadre du travail dissimulé, etc., etc. Maintenant, si on est dans le cadre d'une entreprise qui fait plus de 20 salariés, il n'y a pas, effectivement, j'allais presque dire, de garde-fou au milieu du temps, dans le cadre du temps de contrôle. Tout simplement, un contrôle, il dure ce que l'URSSAF a décidé, tout simplement, qu'il durait. Sachant que j'ai jamais vu malgré tout des URSSAF faire perdurer un contrôle de manière inutile. Pour une URSSAF, un contrôle, c'est du temps, c'est de l'argent. Donc à partir de ce moment-là, une URSSAF ne fait jamais durer un contrôle inutilement. Ça, je ne l'ai jamais vu, tout simplement. Alors, d'autres remarques, effectivement, avoir le retour des CRM, c'est une chose, avoir la solution, c'en est une autre. SILAE permet de connaître la CRM, mais pour trouver les solutions, c'est une autre paire de manches, clairement, effectivement. Il y a la nécessité d'effectivement de trouver de l'information, de récupérer, de connaître, de lire, de comprendre le CRM, et puis de transposer le CRM en action concrète pour corriger. Quid d'une anomalie sur effectivement une cotisation salariale, ou sur du haut de bulletin, ou sur une mauvaise classification de salariés. On est clairement dans effectivement des problématiques qui vont amener plutôt des gestionnaires potentiellement à rééditer, régulariser directement sur le bulletin. Les DSN de substitution seront-elles suivies d'une mise en demeure? Alors, il y aura de l'information déjà sur toutes les données qui ont été du coup injectées. Il y aura systématiquement un CRM d'information qui du coup a été annoncé. Et effectivement, est-ce qu'il y a une mise en demeure juste après? Oui, oui, absolument. Absolument, tout à fait. Enfin, dans un premier temps, je pense que l'URSSAF va faire preuve de pédagogie. Ils ont intérêt, de toute façon. De toute façon, c'est aussi l'intérêt de commencer à mettre en place en 2025 déjà des CRM de rappel. L'objectif, c'est bien évidemment de voir s'ils tiennent la charge, si on arrive effectivement à préciser des éléments qui devraient être corrigés et leur correction. Certes, il y a tout un premier travail qui est fait. Le fait de pouvoir du coup éditer des DSN de substitution pour des cas de redressement, ça permet de les entraîner et
et d'avoir un premier niveau du coup de substitution sur une population qui est quand même réduite. Et Clairement. Eric, tu vas me dire si j'ai raison ou bien pas, mais je crois que dans le cas des CRM de substitution, les salariés seront au courant effectivement de la substitution qui a été opérée. Il y a effectivement dans des cas d'éléments qui touchent directement aux droits, et puis c'est un peu l'objectif aussi Bien sûr, de l'URSSAF, hein, c'est de protéger les droits droit des des salariés. salariés, et effectivement c'est la première action. Mais comme je le disais, il y a de grandes chances que ce soit globalisé à beaucoup d'autres éléments Bien sûr. corrigés plus tard, hein. Donc on observera ça, mais dans un premier temps, c'est notamment retraite et retraite complémentaire. D'autres questions? On va surtout finir par changer de métier. Le métier de la paye Oh non, évolue surtout pas. fortement, Surtout pas, mais la paye, c'est un beau métier. il faut y rester, effectivement. C'est un magnifique métier. Autant Pourquoi que pas la l'URSSAF paye fasse les aujourd'hui payes pour faire de la paye. directement, alors il y a un dispositif qui permet de faire des payes directement avec les outils de l'URSSAF, et il n'a pas l'air d'être, au vu de ce qu'on a pu observer, des plus efficaces. En plus de ça, Oui, alors c'est obtenir les une question DSN, justement que c'est j'allais quelque que chose j'allais te poser, Eric, compliqué. c'est de savoir si l'URSSAF avait mis en œuvre un outil efficace. Parce que je me méfie beaucoup, effectivement, parce qu'ils sont un peu, effectivement, ils sont des deux côtés à la fois, mais est-ce que c'est très efficace leur outil? Alors, J'entends pas parler en terriblement bien, moi. on en a audité quelques-uns. La problématique qu'on observait, nous, déjà, c'est l'inaccessibilité de la DSN, et en plus de ça, il y a pas d'archivage de leur côté. Donc, sur des périodes antérieures, avec des systèmes, par exemple TESE, c'est quelque chose qui est impossible d'obtenir. Quoi qu'il en soit, il y a des outils de contrôle, alors des outils très légers qui restent à la surface, hein, je ne vous cache pas, de la vérification, notamment de la recevabilité avec des SNVAL. Mais si vous voulez aller plus loin, il va falloir bien évidemment creuser, passer par des outils beaucoup plus complets, et sur lesquels on va déclencher des centaines de contrôles, des centaines de milliers de contrôles même, comme ce qu'on propose en audit DSN, et surtout de faire le lien entre le bulletin et la DSN. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Ça permettra clairement d'identifier des anomalies. Voilà. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Généralement, j'ai pas l'impression. Eric, nous n'avons que 10 minutes de retard. C'est C'est très extraordinaire, bien. finalement. Bon, bah, dans tous les cas, on vous remercie, et puis vous pouvez nous contacter l'un et l'autre si vous avez bien Ben, merci évidemment des beaucoup, merci à questions, vous. et on vous souhaite une excellente journée. Bon après-midi et surtout restez dans la paye. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir à tous.